Bonjour à tous. Donc, merci beaucoup d'être venus aussi nombreux à ce débat. Moi, je m'appelle Lucille et je représente en fait 9 personnes qui sont 9 étudiants qui sont derrière l'organisation de ce débat ce soir. Ça fait maintenant 4 mois qu'on travaille dessus. Et donc, on est des étudiants du Master de Médias et Numérique du CELSA, anciennement connu sous MISC. Je sais qu'il y en a certains d'anciens dans cette salle ce soir. Tout d'abord, on voulait vraiment remercier le CELSA de nous avoir permis d'organiser un événement de cette ampleur. Bien entendu, Damien Cahan et Pierre-Olivier Cazenave pour leur expertise via le Tank et le Social Media Club. Un grand merci à Aude Freudwell qui a accepté d'être la modératrice ce soir et qui nous a donné ses connaissances sur le sujet, qui nous a beaucoup accompagnés. Et bien entendu, merci aux 3 intervenants, donc Benoît Lafontaine, Hubert de Vauplane et Claire Leveneur, qui m'ont accepté de venir parler ce soir. Donc on a choisi ce sujet de la blockchain parce qu'en tant qu'étudiant, on se posait énormément de questions dessus et c'est une technologie qu'on ne connaît pas vraiment encore. Donc je pense que ce soir, tout le monde va apprendre quelque chose. Et voilà, je laisse tout de suite la parole à Aude Freudwell et passer un bon moment. Bonsoir à tous et merci beaucoup aux étudiants du CELSA qui ont organisé ce débat. Pour commencer, je vais me présenter rapidement et présenter les intervenants. Donc, je m'appelle Aude Freudwell et je suis journaliste chez MindFintech. C'est une lettre d'information professionnelle qui couvre la transformation numérique du secteur financier. Et j'y écris notamment tous les sujets sur la blockchain. Alors, on a 3 intervenants ce soir. D'abord, Benoît Lafontaine, qui est directeur technique chez Octo Technologies, qui est un cabinet de conseil IT et qui travaille notamment sur les sujets blockchain. Hubert de Vauplane, à ma droite, un avocat spécialisé en droit des finances, associé chez Kramer Levin, et qui est passionné par les sujets également blockchain, crypto-monnaie. Vous pouvez voir pas mal de ses écrits si vous tapez ça sur Google, il y a pas mal de choses. Et je suis entourée de juristes, puisque j'ai une deuxième juriste à ma gauche, Claire Leveneur, doctorante spécialisée en droit privé, et elle travaille depuis 6 mois sur une thèse sur la blockchain et le droit privé. Alors, avant de commencer, je sais que c'est pas forcément évident, mais n'attendez pas forcément la fin. Si vous avez des questions, vous pouvez vous signaler. C'est un sujet, on le sait, un peu compliqué. Des fois, on donne des acronymes, des mots, des concepts que tout le monde ne comprend pas. Donc, si vous voulez intervenir et poser une question à un de nos intervenants, n'hésitez pas. Alors, depuis décembre et depuis que le Bitcoin a franchi les $19 000, la plupart des gens savent à peu près ce que c'est. Ça motive un peu à lire des choses sur le sujet. Et la plupart des gens savent à peu près, ou en tout cas ont lu quelques articles qui citent la blockchain. On va quand même refaire une petite définition sur le sujet. Je pense que c'est jamais de trop. Les intervenants pourront compléter ma définition si besoin. Alors, la blockchain, c'est quoi ? C'est une technologie de stockage qui permet de transmettre de la valeur de pair à pair, sans intermédiaire. Alors, les étudiants ont préparé une petite vidéo qui est censée accompagner mes propos pour vous expliquer ça. Alors, ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à un registre, comme un livre de compte, avec l'historique des transactions. Et le registre, il est partagé entre tous les utilisateurs. Donc, ce n'est pas un seul utilisateur qui le détient. Tout le monde peut voir toutes les transactions. Et ensuite, chaque transaction va être répliquée sur tous les nœuds du réseau. Alors, comment ça fonctionne ? Vous avez dû le voir sur la vidéo. Les transactions, elles vont être regroupées dans un bloc. Et ensuite, chaque bloc va être validé par tous les nœuds de la blockchain. Alors, de quelle manière se fait la validation ? Ça dépend des blockchains. Vous avez sûrement dû entendre parler de minage. C'est comme ça que ça se passe sur la blockchain Bitcoin. Les mineurs, c'est-à-dire tous les nœuds du réseau, vont résoudre des problèmes algorithmiques et ça va permettre de valider la transaction et de valider le bloc. Et donc, une fois le bloc validé, il va être horodaté, rajouté dans la blockchain et puis tous les nœuds du réseau peuvent le visualiser. Donc c'est pour ça qu'on dit que la blockchain, elle est transparente. Vous avez sûrement dû voir, si vous avez lu une définition de la blockchain, également qu'elle est immuable. Alors pourquoi on dit ça ? Parce que comme tous les utilisateurs valident la transaction et que c'est pas un seul utilisateur qui a accès au registre et qui peut aller la modifier, on dit qu'elle est immuable, inaltérable et qu'elle est très sécurisée. Donc avec la blockchain, on valide. Ça permet de faire quoi finalement ? Ça permet de valider des transactions entre deux entités sans avoir besoin d'un tiers de confiance qui va justement la valider.
Peut-être que vous voulez rajouter quelque chose. Alors la première blockchain, c'était le Bitcoin, créé en 2008, une monnaie virtuelle. Et puis depuis, des centaines d'autres blockchains ont été créées avec des fonctionnalités, des modes de fonctionnement, des gouvernances très différentes. Est-ce que... Bon, juste pour le plaisir, parce que comme je suis bavard, je vous avais dit. Pourquoi tout d'un coup on parle de blockchain et pourquoi elle est apparue là il y a quelques années et pas avant? C'est une question d'ailleurs technique, hein, mais je vais la prendre comme un non-technicien. Parce que c'est avant tout, il y a deux phénomènes importants. Un phénomène technique, c'est la puissance de calcul et notamment des processeurs, puisque on utilise la cryptographie. Et donc, pour que tout ceci arrive à la fin aux adjectifs qui ont été évoqués, immuables, etc., encore faut-il que l'opération soit en pratique totalement sécurisée et en recours à la cryptographie. Donc d'abord, on a une question technique, je passerai vite la balle à mon voisin de droite, mais avant, on a aussi une question informatique. Ça a été évoqué tout à l'heure, caractère immuable. Pourquoi? Parce que la blockchain, sa première fonction, parce qu'on dit à quoi ça sert, c'est de s'assurer que le message qui est transmis n'est pas altéré dans la chaîne. C'est le fameux, finalement, image des généraux byzantins. Vous avez entendu parler? Qui a entendu parler du théorème des généraux byzantins? Levez la main haute parce qu'il n'y a pas de note à la fin. Donc il n'y en a pas beaucoup. Ben, c'est un truc classique. Hein, vous avez une ville ronde avec des généraux qui sont autour et qui doivent attaquer la ville. D'accord? La ville, elle est ronde et donc, par définition, ils ne se voient pas tous, les 12 généraux. Et puis, il y a un trait potentiel parmi les généraux et ils doivent tous attaquer en même temps. Et comment savoir que l'ordre qu'ils vont chacun recevoir n'a pas été altéré? Par définition, ils ne peuvent pas se voir. Hein? Bon, je passerai encore une fois à mon technicien les aspects très techniques, mais il ne faut pas oublier que la raison technique de la blockchain, c'est apporter une réponse à la question de est-ce que l'information qui circule a été altérée. Et puis vient se superposer à ça, et ça vient se superposer une dimension plus sociétale, puisque ça a été bâti par les libertariens pour se passer de l'État, au sens large. D'où ce qu'on peut voir encore aujourd'hui sur l'historique de certaines crypto-monnaies comme le Bitcoin. Donc si on n'a pas la dimension sociopolitique et la dimension technique, et puis à quoi ça sert, eh ben voilà. Mais aujourd'hui, ça va servir à plein d'autres choses. Est-ce que tu veux rajouter un point sur notamment la partie plus IT? Alors sur la partie IT, ce qui est intéressant, c'est que c'est que des techniques, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais que des techniques qui sont connues depuis les années 90. Et pourquoi ça a été créé à peu près en 2008 du coup, et pas avant? Pour moi, ce n'est pas un challenge technologique, c'est plutôt une envie de faire autrement. Donc en 2008, un peu avant 2008, tout le monde fait du web, etc. Tout le monde a de l'information qui transite. Et il nous manquait quelque chose, c'est savoir transférer de la valeur informatique et de façon complètement décentralisée. C'est-à-dire comme sur BitTorrent. Sur BitTorrent, vous pouvez copier n'importe quel fichier, n'importe quel MP3, n'importe où dans le monde, et ça marche. La seule chose qu'on n'arrivait pas à faire, c'est transférer de la valeur. Effectivement, la côté sociopolitique, c'est de le transférer sans tiers de confiance. C'est-à-dire sans la banque. Des transferts de monnaie, on le fait avec la banque tous les jours, vous le faites avec votre carte bleue, ça marche. Par contre, l'aspect qu'Hubert vient de développer, c'est de dire on va le faire sans la banque, sans l'État, sans ces tiers de confiance, sans ces entités centrales, parce qu'on ne les aime pas, ils prennent trop d'argent, ils peuvent censurer des choses, et ça, on n'aime pas, nous, les libertariens qui créons la technologie. Et du coup, on a fait ce registre partagé, sécurisé, de telle sorte que personne ne puisse contrôler finalement ce réseau, et de faire en sorte que tout le monde sécurise en partie ce petit réseau-là. Et donc on arrive à se transférer de la valeur, donc des bitcoins originellement sur la blockchain Bitcoin, on arrive à se transférer de la valeur sans que ce livre de compte soit détenu par une seule entité. C'est pour ça qu'on les copie à côté et qu'on s'assure avec de la cryptographie qu'on ne puisse pas voler vos bitcoins typiquement ou les copier à côté. Voilà, pour résumer. Oui, voilà. Alors, avec tout ce que vous venez d'entendre, on part d'une définition de la blockchain où on dit on tue les tiers de confiance, on a quelque chose de totalement décentralisé et on va réussir à s'extraire des systèmes existants. Et alors, c'est la question qu'on va se poser ce soir, c'est est-ce que la blockchain a vraiment réussi à tuer tous ces tiers de confiance? Et c'est un petit peu plus compliqué que ça.
Alors, on va d'abord essayer de réfléchir à comment s'organise la confiance sur la blockchain, comment ça fonctionne, et puis on va voir qu'on ne peut pas justement s'extraire totalement d'acteurs tiers qui vont également apporter de la confiance. Et puis on va également se poser la question de la gouvernance. Comment est-ce qu'on peut gouverner une entité qui serait un système qui serait totalement décentralisé? Et on évoquera aussi, peut-être que vous en avez entendu parler, les blockchains privées qui émergent depuis quelques temps. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça change par rapport aux blockchains publiques, celles que vous connaissez probablement, le Bitcoin, Ethereum, et quel impact ça a sur ces questions-là de confiance et de gouvernance? Alors, on va commencer par parler de la confiance. Et il y a une expression que vous avez peut-être déjà entendue. On en parlait tout à l'heure avec les intervenants. C'est code is law. On dit que sur la blockchain, code is law. Donc finalement, le code gouvernerait tout ce qui se passe sur la blockchain en se passant donc d'un intermédiaire, d'un acteur tiers. Alors, je vais d'abord me tourner vers les juristes. Qu'est-ce que ça veut dire code is law? Qu'est-ce que ça signifie et quelles conséquences ça a sur la blockchain? Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde assène ces trois mots comme une vérité indémontable, que voilà, on ne pourrait absolument pas déroger à ces règles que sont le code informatique, qui auraient la même force que nos lois qu'on a voilà, en France et dans chaque pays. Ça vient d'où, code is law? Code is law, c'est Lawrence Lessig, qui est un professeur américain qui a voilà, écrit cette phrase dans un essai en 2000, voilà. Et lui, qu'est-ce qu'il voulait nous dire? On était voilà, quand même dans la première décennie d'Internet. Tout le monde s'est dit Internet, c'est génial, c'est la liberté. Enfin, on peut communiquer voilà, sans censure, avoir un horizon illimité devant nous. Nous n'avons plus de règles, c'est génial. Et là, Lawrence Lessig nous dit, mais attendez, code is law. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les codeurs prévoient des règles qui font l'architecture de tous ces réseaux. Et elles vous gouvernent et elles vont réglementer les libertés individuelles, qu'on le veuille ou non, dès lors qu'on entre dans ces réseaux, qu'on accepte d'y participer. Et donc, quand on est arrivé à la blockchain, voilà, les codeurs, les informaticiens, tous ceux qui étaient même les premiers nœuds du réseau se sont dit code is law. Ah bah alors tout ce qu'on fait, c'est gravé dans le marbre. Ces règles s'imposent à nous. On a changé un petit peu le sens de tout ça pour dire voilà, tout ce qu'on fait, personne ne peut nous reprocher de l'avoir fait parce que c'était écrit dans le code. En réalité, vous voyez la différence d'interprétation. Ce qu'on voulait nous dire, c'est attention à vos libertés individuelles, car quoi que vous fassiez, le code a été écrit. Et si on veut donner une inflexion au code pour dire on veut plus de transparence ou au contraire plus d'opacité sur nos données, etc., on veut pouvoir transférer des choses dans le monde entier ou alors au contraire mettre des obstacles, etc. Dans ce cas-là, les États, les autorités qui réglementent vont devoir revenir et peut-être encadrer ces codeurs. Et c'est ça que nous disait Lawrence Lessig, dans le fond, c'est que si on ne veut pas être réglementé par le code sans avoir rien fait, il faut nous-mêmes aller réglementer les codeurs, puisque, en définitive, code is law et va nous poser des grandes directives pour l'architecture de ces réseaux. Je ne sais pas si Benoît, tu es à peu près d'accord. Pourquoi toujours moi? On a fait une marche entre Bitcoin et le discours, c'est que aujourd'hui, il y a les plateformes qui ont été évoquées comme Ethereum, qui sont d'autres blockchains, qui ne font pas uniquement du transfert financier, mais sur lequel on met n'importe quel programme informatique. Donc on va exécuter du programme informatique, donc on va coder des règles métiers sur nos programmes, et on va pouvoir faire exécuter ces programmes par les blockchains, la blockchain Ethereum notamment. Et l'avantage, c'est que ce code informatique va être exécuté à peu près au même moment, en tout cas de la même façon, partout dans le monde. Et donc, c'est pas anodin, mais ces programmes informatiques ont été nommés smart contracts, donc contrats intelligents. Et du coup, il y avait ce côté, le code, c'est même plus du code, ça devient un contrat, et donc peut éventuellement se substituer à la loi. Alors, c'est la question du chiffre et des lettres, classique. Et donc de savoir jusqu'à quel point les chiffres peuvent remplacer les lettres. À quel point une suite de 0, 1 peut remplacer une suite de lettres qui donne un sens.
Là, vous allez voir, et ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais quand on touche à la question de la blockchain, il y a beaucoup de questions sociétales, philosophiques, économiques par derrière. Donc là, on en touche une, je fais juste l'aborder, sur la question plus philosophique que sociétale. C'est ce que est finalement une suite de chiffres a-t-elle le sens qu'on veut lui donner par rapport à une suite de lettres qui donne le sens à ces lettres. Vous mettez des lettres dans un sens, ça donne un mot. Vous changez les lettres, ça donne rien du tout. Bon. Et si à la fin, les chiffres ont autant de puissance que les lettres, ça veut dire qu'il faut remplacer nos parlementaires par des codeurs. Parce qu'à la fin, là c'est la vision totalement justement erronée de ce qui a été dit dans le Code ISLO, mais si on oublie ce qu'a dit Lessing, c'est que finalement, est-ce que l'exécution automatique d'une transaction, pour prendre un mot un peu neutre, est-ce que cette exécution informatique, est-ce qu'elle a une force juridique ? Voilà, et ça c'est justement la thèse qui est en train de faire, donc on verra dans 4 ans, mais c'est l'objet de ta thèse, et de dire, bon, est-ce que finalement ce que je code avec des chiffres a la même valeur juridique que ce que j'écris avec des lettres ? Je vous laisse sur cette question, c'est absolument pas le point d'aujourd'hui, mais ça montre que ça va aussi bien des aspects juridiques, philosophiques et économiques. Aujourd'hui, est-ce qu'on commence à répondre à cette question, la valeur de la preuve sur la blockchain ? Alors ça c'est la réponse est oui, on commence à y répondre. Je vais prendre un exemple concret parce que souvent celui qui est mis en avant, et puis même si c'est pas le plus pertinent, mais c'est le plus parlant. Quand on commence à parler de blockchain, c'est quoi les usages et machin, etc. Tout le monde cite l'exemple du cadastre dans les pays qui n'ont pas de cadastre ou dont les cadastres sont pas terribles. Et donc de dire, c'est pas compliqué, on va prendre Google Maps, on va appliquer finalement les délimitations des propriétés avec Google Maps, et puis plutôt que d'écrire ça sur un bon registre à l'ancienne, on va directement passer au 21e siècle, on va écrire ça, on va coder ça dans une suite de blocs et qui va donner une certitude, non seulement à ce qui est écrit dedans, mais ensuite pouvoir opposer la propriété, le transfert de propriété. Je suis bien propriétaire de ce terrain. Bon. Et donc la question qui se pose, c'est ce que j'écris dans mon smart contract, est-ce que ça a valeur de preuve, voire même est-ce que c'est un titre de propriété ? Parce que quand je demande un extrait du cadastre, c'est bien un extrait du cadastre que je demande. C'est parce que quelque part, il y a eu un acte notarié entre une personne A et une personne B qui ont dit, voilà, je vous cède mon terrain, mon champ, etc. pour tel prix, et il est délimité par le cadastre. Mais ici, on a un acte authentique, c'est un mot juridique un peu fort, mais un acte notarié, vous voyez ce que ça veut dire. Et la question est de savoir jusqu'à quel point ce qui est écrit sous forme de code, ça reprend un petit peu ce que je disais tout à l'heure, dans la blockchain, a-t-il la même force que l'acte notarié ? La réponse est non, aujourd'hui, bien évidemment. Donc ce qui est intéressant, c'est que pour le lien entre le monde de la blockchain et le monde économique actuel, c'est qu'à un moment, jusqu'à présent, vous avez toujours besoin, quelque part, du législateur ou du juge. Pour dire ce que je me mets d'accord ensemble, pour dire nous allons effectuer un cadastre virtuel, etc. Parfait, nous nous mettons d'accord. Mais si finalement tu n'es pas d'accord et que tu viens en disant finalement c'était chez moi, et c'est que la preuve qu'on a entre nous n'est pas opposable à un tiers, ça ne vaut rien ce que j'ai fait. Et pour que cette preuve soit opposable à un tiers, il faut bien que le juge ou l'État décide que ce qui est écrit dans le code est opposable à un tiers. C'est ce que vient de faire le législateur français, là, en décembre, dans une matière très particulière que sur les marchés financiers. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais donc oui, on a une réponse concrète et pratique. La France a été le premier pays à légiférer là-dessus, en disant on va donner une opposabilité, donc une reconnaissance officielle à ce qui est écrit dans une blockchain comme étant un transfert de propriété. Et l'exemple du cadastre est sans doute plus parlant que le reste. Mais donc, je reprends quelque chose de plus concret. Les bitcoins que vous échangez entre vous, souvent posent la question, est-ce que c'est légal d'acheter des bitcoins ? Mauvaise question. Ce n'est pas l'achat ou la vente de bitcoin qui est légal. C'est ce que vous en faites. C'est comme si je vous disais, est-ce qu'il est légal d'acheter de la drogue ? Ça dépend. Et donc, si vous utilisez des billets de banque pour acheter de la drogue, ce n'est pas le billet de banque qui est illégal. C'est l'achat que vous faites avec les billets de banque qui est illégal. Le bitcoin en lui-même n'a rien de légal ou d'illégal. C'est l'usage que vous en faites. Après, il y a une fiscalité, etc., etc. Bon. Et donc, la question n'est pas de savoir, encore une fois, si c'est licite ou pas licite. Pardon ? Acheter de la drogue, c'est illégal. Oui, donc acheter de la drogue avec du bitcoin, c'est illégal. C'est pas le fait d'acheter du bitcoin. Acheter de la drogue avec une carte bancaire, c'est illégal, sauf que vous ne pouvez pas. mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est l'usage. Avec le cash, c'est pareil. Exactement. C'est ça que je veux Donc, dire. c'est pas un argument. Ben si. Ça veut dire que acheter du bitcoin n'est pas illégal.
l'acte d'achat du Bitcoin n'est pas illégal. La comparaison avec la drogue est bizarre. Bah oui, Pourquoi c'est ça en fait. L'acte C'est d'achat toujours la de même la comparaison. drogue est illégal. C'est pas bizarre, c'est l'acte d'achat de la drogue. qui est illégal. Oui, mais l'acte d'achat du Bitcoin n'est pas illégal. C'est la comparaison qui est un peu. Bon, d'accord. En tous les cas, la réponse, c'est qu'acheter un Bitcoin, c'est pas illégal, si vous voulez. Voilà, vous n'allez pas vous mettre en prison parce que vous achetez un Bitcoin. C'est ça qui est important. C'est l'usage que vous allez en faire. Et donc, on a toujours ce rapport, à la fin, c'est qu'est-ce que le droit, le juge, le législateur reconnaît comme légal et pas légal. Et le cadastre en est un exemple, et l'utilisation que vous faites de votre Bitcoin en est un autre. J'aimerais bien revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur le code qu'on ne peut pas altérer, donc code ISLO, qu'on l'interprète bien ou pas. Est-ce que déjà de dire qu'on ne peut pas altérer ce code, c'est vrai? On discutait tout à l'heure d'un projet, je ne sais pas comment on peut vraiment appeler ça, mais The DAO, qui a été créé sur la blockchain Ethereum, dont on parlait tout à l'heure. Ils ont levé 150 millions de dollars, je crois, en token en Ether. Et ensuite, il y a eu un hack et 50 millions de dollars ont été siphonnés. Alors, je vais laisser Benoît expliquer, mais je crois que c'était une faille dans le code. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? C'était dans le code, on ne peut pas le modifier. 50 millions de dollars ont été volés. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, donc c'est une histoire assez rigolote en 2016, du coup. Enfin, qui connaît cette histoire déjà? Quand même la moitié. Bon, on va faire court pour ceux qui ne connaissent pas, mais on va revenir. Donc effectivement, c'est un projet d'entreprise sous forme de code. Donc vous pouviez présenter des projets à cette entreprise, donc en soumettant du code, encore une fois. Et les gens qui avaient participé à cette levée de fonds pouvaient voter aussi. Et donc antérieurement à ça, vous pouviez dire, bah moi je crois en ce projet, et donc dans ce programme informatique sur la blockchain Ethereum, vous envoyez donc des Ethers. Et donc, historiquement, ils prévoyaient de lever l'équivalent de 500 000 euros. Et effectivement, ils n'avaient pas capé. Et donc, ils ont reçu l'équivalent de 150 millions de dollars. Beaucoup. Effectivement, 3 semaines après, il y a eu une faille. Enfin, c'est un détournement du code. Alors, voilà, je reviens un peu avant. C'est comme c'était du code et qu'ils croyaient justement à The Code is Law. Le code, c'est vraiment bien. Et puis, voilà. Quand vous investissiez de l'argent chez eux, il y avait un gros warning de à peu près 20 lignes qui disait attention, Ethereum c'est très jeune donc ça peut tomber. Notre code, on est les plus forts du monde, mais quand même il peut y avoir des problèmes dans notre code. Et le code c'est la loi, donc du coup s'il y a un problème quel qu'il soit, venez pas pleurer. Et on pourra rien faire pour vous parce que voilà, le code il est inscrit dans la blockchain Ethereum et ça bougera jamais. Du coup, ils ont levé 150 millions. 3 semaines après, il y a 50 millions qui a été siphonné du compte. Et ce qui est intéressant, c'est que ce hack n'était pas vraiment un hack. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui a utilisé le code écrit, qui ne l'a pas modifié du tout. Il n'a pas modifié Ethereum, il n'a pas modifié le code de The DAO. Par contre, il l'a utilisé d'une façon assez maligne, qui n'était pas prévue. Et donc, il a récupéré un tiers donc, des fonds initiaux. Donc là, il y a les gens de The DAO qui ont commencé à dire « Ah mais non, c'est pas normal, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. » Et donc, il faut absolument intervenir. Donc, l'ironie un peu de l'histoire, c'est que c'est les premiers qui disaient on ne viendra pas vous sauver quand il y a un problème, qui sont les premiers à dire oh là en fait il y a un vrai problème et donc il faut faire quelque chose. Et surtout, ce qui est intéressant quand même, c'est que la personne qui a fait le détournement de ces 50 millions a dit attention, le premier qui me traîne en justice, je le traîne en justice parce que moi j'ai respecté la loi. Le code. Voilà, donc ça illustre bien l'absurdité, si on veut, ou la logique de code ISLO, selon la façon dont on voit la chose. Et ça, c'était assez intéressant. Et du coup, qu'est-ce que font les entreprises qui créent des nouvelles blockchains, des nouveaux smart contracts? J'ai entendu parler de ça, je ne sais pas si c'est... Voilà. Il y a des sortes de chasseurs de tête, mais qu'est-ce que c'est? En fait, ils vont chercher à hacker le nouveau code qui a été créé. Et donc, s'ils réussissent à trouver la faille dans le code, on les paye 500 000 euros, etc. Parce qu'ils ont réussi à trouver les failles. Donc ça a permis d'enseigner pas mal de choses pour les codeurs dans l'avenir. Ouais, complètement. Et donc, pour finir avec l'histoire de The DAO, ce qui a été fait, c'est que les gens ont proposé une modification du code, donc ce qui était impensable à l'époque, et dire on va proposer une modification pour redonner les fonds à acquis de droit et tuer finalement ce programme qui était un petit peu buggé. Et donc c'est une évolution qui a été proposée à toute la communauté, dans l'espoir que soit la communauté penche d'un côté, soit de l'autre, et puis on n'en parle plus.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 90% des gens qui ont accepté la modification et 10% qui sont restés sur la blockchain non modifiée parce que c'est plus pur, parce que c'est comme ça qu'on fait, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce côté non modifiable, il a été remis en cause et donc du coup, il y a beaucoup de gens qui l'ont modifié. Et même les gens qui disent non, mais une blockchain, c'est pas modifiable, le simple fait de se poser la question et de choisir non, on va pas la modifier, ça prouve bien que c'est modifiable, quelque part. Alors, j'en reviens, c'est pas une obsession, hein, mais à mes chiffres et mes lettres. Retransposer cette histoire-là avec un contrat avec des lettres. Donc, il y a une erreur de plume, comme on dit. C'est-à-dire que ce qui a été rédigé ne correspond pas à ce qui a été voulu par les rédacteurs. Ça arrive, par exemple, qu'un avocat se trompe, qu'un notaire se trompe, pour tout un tas de raisons. Donc, ce qui a écrit, par exemple, une virgule mal placée. Je ne voudrais pas vous refaire l'histoire du iota grec, parce que je pense qu'il y a peu de monde qui la connaît, mais c'est un peu l'idée. La virgule peut changer le sens d'une phrase. D'accord ? Et c'est pas théorique ce que je vous dis. Dans l'une des banques dans lesquelles j'ai travaillé, parce que j'ai eu plusieurs vies, j'ai été trader, j'étais banquier, etc. Et une virgule mal placée a coûté plus de 100 millions de dollars à la banque dans laquelle j'ai travaillé. Une virgule mal placée. Donc c'est vraiment ici de savoir est-ce que ce qui est écrit peut être interprété ou doit-on modifier ce qui est écrit ? Dans le monde, j'allais dire réel, dans le monde des lettres, pas des chiffres, quand ce qui est écrit ne correspond pas à la volonté des parties, on va voir un juge. Et le juge, qui ne peut pas se substituer aux parties pour interpréter leur volonté, va dire, voilà, c'est écrit comme ça, et suivant le système juridique anglo-saxon ou civil, il va à la fin rendre une décision de justice en disant, ce qui est écrit, ça veut dire ça. Donc ça montre bien que les erreurs sont possibles, dans le monde des chiffres comme dans le monde des lettres, mais dans le monde des chiffres, comment on a fait ? On a modifié le code, on a modifié les chiffres, là où, dans le monde des lettres, on n'aurait pas modifié les lettres, mais on aurait été voir un juge. Voilà le rapport qui est intéressant. C'est-à-dire que quand il y a une erreur de codage, il faut aller voir la communauté pour se demander si on va changer le codage avec une règle de majorité, on en parlera tout à l'heure pour la gouvernance, avec une règle de majorité pour changer le codage. Mais dans le monde des lettres, sauf si les parties sont d'accord pour réécrire ce qu'elle a écrit, on va voir un tiers, et ce tiers de confiance, c'est le juge. Alors, avant de passer à la gouvernance, je voudrais qu'on revienne un peu sur les contrats intelligents. Là, on vient de se dire, la blockchain n'est pas si immuable que ça. Est-ce qu'elle est vraiment décentralisée ? Pas forcément tant que ça non plus. Donc, on parlait de ces contrats intelligents qui ont été créés sur Ethereum, qui permettent de conditionner le déclenchement d'un contrat à des conditions initiales. Une fois qu'elles se réalisent, on va déclencher, par exemple, un paiement ou n'importe quelle autre conclusion. Mais donc, il faut bien inscrire les informations de ces conditions-là sur la blockchain. Alors, pour donner un exemple un peu plus concret, imaginons qu'on fasse des paris sportifs sur la blockchain et qu'on dise si telle équipe gagne, telle personne va gagner tant. Il faut bien que quelqu'un dise à la fin du match, telle équipe a gagné. Donc, qui vont être ces tiers ? On parlait tout à l'heure, par exemple, dans certains cas, ça va être les notaires qui vont mettre un acte de propriété, etc. On va appeler ça des oracles. Mais donc, est-ce qu'on n'est pas en train de dénaturer complètement l'idée initiale et de remettre un nouveau tiers de confiance ? Est-ce qu'on ne va pas juste réorganiser la chaîne de valeur ? Et on le voit. Alors là, j'ai donné quelques exemples, mais typiquement, quand vous allez acheter des bitcoins, je ne suis pas sûre que beaucoup d'entre vous, si vous en avez acheté, ont miné pour justement en récupérer. Vous êtes allé sur une plateforme et vous en avez acheté. C'est un tiers de confiance à qui vous avez confié votre argent. Donc finalement, que ce soit pour les services ou pour tout ce qui est lié au contrat intelligent, est-ce qu'on ne réintroduit pas énormément de nouveaux tiers de confiance ? On réinvente un nouveau système un peu similaire au système actuel finalement. Je vais lancer Benoît sur le sujet et puis je crois que... Okay. Mais en fait, il y a un peu la réponse dans la question, j'ai l'impression. Donc, où on le prend effectivement, dès qu'il y a un tiers entre vous et la blockchain, c'est un tiers de confiance. Donc là, on parlait de Bitcoin. Donc, il y a plein de scandales autour de Bitcoin qui ont été faits sur les plateformes de tiers de confiance. Donc, si vous voulez aller sur les cryptos, je vous conseille d'avoir vos bitcoins stockés et sécurisés par vous et pas par une plateforme. Et après, dans le monde effectivement des smart contracts, donc contrat intelligent, un smart contract, c'est un faux mot parce que c'est pas un contrat parce qu'on est en train de le dire. Le code se substitue pas au contrat, en tout cas, c'est ma vision. Et c'est pas intelligent parce qu'il fait exactement ce qu'on lui dit de faire.
donc il est plutôt con. Voilà. Donc c'est un smart contract, c'est programme sur une plateforme de type Ethereum. Et du coup, effectivement, tant qu'on est sur des choses que sait faire la plateforme, donc calculer, là, on n'a pas besoin de personne. Donc, par exemple, je sais pas, dire que si toi, tu dis oui et que moi, je dis oui, alors on s'envoie tous les deux, on envoie 5 Ethers à quelqu'un d'autre. Ça, quelque part, il n'y a pas besoin d'informations externes. Il y a juste 2 signatures de personnes et puis on envoie des choses. Dès qu'on veut faire le cas d'usage qui a été évoqué, donc se baser sur des événements de la vraie vie, extérieurs à la blockchain, il faut bien mettre cette information dans la blockchain. Donc par exemple, voilà, on parie sur le sportif ou on parie sur la météo de demain. Alors c'est bien, on est super content, notre code il fait exactement ce qu'il fait. Si il y a bien marqué il fait beau demain, alors c'est moi qui gagne l'argent. Et s'il y a marqué il fait pas beau, alors c'est toi qui gagne l'argent. Donc ça marche, mais après ça revient sur qui décide qu'il a vraiment fait beau demain, quoi. Comme on ne sait pas faire un programme qui voit directement la météo, directement, il faut bien mettre soit un capteur, soit demander à Météo France, on te fait confiance, toi, Météo France, à écrire cette information-là. Et si je dis c'est moi qui décide, c'est moi qui vais marquer ce qu'il fait, il fait beau, l'autre personne en face va dire je te crois pas que tu vas dire la vérité. Parce que dès qu'il y a de l'argent en jeu, effectivement, on ne croit plus personne. Donc on va faire intervenir ces fameux oracles, donc ces gens qui mettent de l'information dans la blockchain, et ça devient des nouveaux tiers de confiance parce qu'on pense que leurs informations sont justes. Après, techniquement, il y a des gens qui essaient de faire des oracles décentralisés, donc essayer d'avoir de la même façon un faisceau d'informations pour dire il n'y a pas une seule personne, une seule entité, mais comme il y a une majorité de gens sur Terre qui ont trouvé qu'à Paris il faisait beau aujourd'hui, alors cet événement est bon. Mais alors, Non, c'est ça que je voulais dire. Vu que dans la blockchain, on fait confiance à la majorité, pourquoi là, on ne fait pas confiance à la majorité des gens On peut faire ça. Et bien après, ça pose la question sur quelle est la véracité de la majorité, quoi. après, il y a aussi, pour nuancer le propos, est-ce qu'on va appeler ça vraiment des terres ? Il y a des oracles qui vont être un peu dans l'ère 3.0 qu'on aborde, quoi. On va beaucoup utiliser aussi les objets connectés. Ça, c'est hyper important. On imagine un système, la supply chain. Donc, on a notre chaîne de distribution de l'usine jusqu'au consommateur. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour suivre des produits ? On a bien vu qu'il y avait des gros problèmes de contamination. Si on avait une traçabilité des biens de consommation inscrits dans la blockchain via des smart contracts, on pourrait utiliser des capteurs connectés avec des puces installées sur les palettes de produits qui déclencheraient l'information pour l'envoyer dans la blockchain. Et là, effectivement, il faut avoir confiance dans ce capteur installé, dans tous les objets connectés, être sûr qu'ils n'ont pas été hackés, mais ça permet quand même de ne pas avoir recours à un individu, parce qu'on a peur des individus aujourd'hui, on a peur du notaire qui veuille trop mettre sa main, tout ça. Donc si on a des objets connectés, peut-être que pour certains, ça serait une solution d'avoir ces oracles comme ça partout. Et il y a beaucoup d'exemples de smart contracts où l'oracle pourrait être comme ça, soit un logiciel, soit des objets connectés et qui permettent effectivement une effectivité incroyable de ces smart contracts et de faire gagner un temps fou dans la vie quotidienne. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on améliore les choses, parce que c'est vachement bien, un capteur connecté pour être sûr que le produit désinfectant est bien passé, par exemple, parce qu'on ne fait pas confiance à l'entreprise de le faire. Donc, ce qui est bien, c'est tout ce qui est marqué dans la blockchain est à peu près sécurisé au delta qu'on a évoqué tout à l'heure. Mais alors, on considère que c'est bien et on ne peut pas le modifier, c'est super. Mais du coup, on va revenir sur cette question de confiance. OK, qui contrôle le capteur et qui peut modifier ce capteur pour dire finalement, à chaque fois que tu vois un truc qui passe, tu dis que c'est étiqueté ou que c'est décontaminé alors que ça ne l'est pas. Oui, il y a juste une question aussi que je me pose, c'est est-ce que demain, on aura l'intelligence artificielle qui sera présente ? On parle de smart contract, et s'ils devenaient vraiment malins, ces contrats ? Si, quand on a quelque chose qui manque, une solution mal pensée, un cas de force majeure, donc un imprévu qui arrive, et si le contrat trouvait une solution tout seul ? Ça serait pas mal aussi, et là, c'est encore une autre confiance. Alors moi, technicien, j'ai pas trop envie, quoi. On se poserait la question de l'algorithme derrière l'intelligence.
Bon, je vois que l'heure tourne, alors on va essayer de passer du côté de la gouvernance qu'on a déjà un peu évoqué quand on a parlé de DAO tout à l'heure. Mais c'est intéressant de se demander, on est sur une blockchain qui est décentralisée, alors plus ou moins décentralisée, mais comment on gouverne quelque chose qui est décentralisé? Comment on la fait évoluer? Typiquement, quand il y a des problèmes sur le code, sur la blockchain Bitcoin, il y a des limites et la communauté est en train de se demander comment est-ce qu'il pourrait peut-être faire évoluer la blockchain. Alors, comment on fait? Comment on prend des décisions? Et puis, finalement, est-ce que c'est souhaitable, ces gouvernances qui sont en train de s'installer sur les blockchains publiques? Benoît, je sais que sur ces sujets, Okay. je pense... Ouais, donc faut voir que ces communautés, enfin ces technologies-là ont été faites en petites communautés, un peu comme les communautés open source. Donc si vous regardez les mouvements open source, c'est assez intéressant parce qu'il n'y a pas grand monde qui est vraiment chef là-dedans. Et c'est un peu le même modèle. Donc c'est un peu l'avènement des modèles open source. Ce qui est intéressant, c'est que ça marche pas mal quand il y a une petite communauté. Parce que en fait, les gens discutent sur des forums. D'ailleurs, c'est des forums ouverts, hein, c'est pas du tout opaque. Vous pouvez les voir, n'importe qui peut faire des propositions. Et puis après, si un peu la communauté se dit OK, on y va, il y a des développeurs qui disent OK, on implémente ça et puis on avance là-dedans et puis on améliore cette plateforme en rajoutant des fonctionnalités ou en faisant des modifications dans le code. Donc aujourd'hui, il y a les détracteurs qui disent que c'est très opaque parce qu'on voit rien et puis il n'y a que quelques personnes qui décident. Et il y a les gens des communautés qui disent que c'est vachement plus transparent que les systèmes gouvernementaux. Parce que vous voyez, on voit tout. Et puis c'est très démocratique parce que finalement, tout le monde peut participer, tout le monde peut développer et tout le monde peut faire le choix d'installer la nouvelle version ou pas. Comme dans The DAO, vous voyez, il y a 90% des gens qui sont partis d'un côté et 10% à gauche. Et après, on peut se poser la question, mais est-ce que ça, c'est vraiment souhaitable? C'est-à-dire que là, ce gros hack là, de The DAO, il a impacté beaucoup de monde, donc il y a une grosse majorité des gens qui ont décidé de voter et qui étaient impactés. Mais si vous avez perdu peut-être 10 000 €, c'est énorme pour vous, mais tout le reste du monde s'en fout. Et du coup, quelle aurait été la décision si ça avait été uniquement personnel? Donc c'est là où on va se demander, mais finalement, qui décide de quoi? Et est-ce que le pouvoir à une petite communauté qu'on n'a pas choisie et de développeurs, ça reste pertinent à grande échelle? Je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez ce que c'est que le pouvoir censitaire? Ça vient du sens, hein, donc CENS. C'est ceux qui payent des impôts peuvent voter. C'était comme ça au 19e siècle, au début du 19e siècle. La blockchain, c'est un peu ça. Le pouvoir appartient aux riches. Le pouvoir appartient aux capitalistes. Le pouvoir appartient à ceux qui ont de l'argent. Et c'est qui les capitalistes? Ce sont les mineurs. Alors, je ne suis pas en train de refaire Marx au coin de la... Mais c'est pas loin. C'est-à-dire, ce qu'on est en train d'évoquer là, c'est la gouvernance au sein d'une communauté, mais qui ont déjà en commun de détenir le pouvoir. Les fameux mineurs. Mais la blockchain, dans ces usages qu'on est en train de parler, c'est aussi ce qu'on appelle en bon français les stakeholders. C'est-à-dire pas uniquement ceux qui minent, mais ceux qui utilisent la chaîne de blocs. Vous, moi, n'importe qui, etc. Ces gens-là n'ont pas voix au chapitre. On l'a vu cet été, justement, lorsqu'il y a eu, à propos aussi du Bitcoin, et qu'il y a eu ce qu'on appelle un fork, c'est-à-dire une déviation avec un nouveau code pour faire ce qu'on appelle un nouveau Bitcoin. Je passe le détail technique, etc. Bref, il a fallu voter. Qui a voté? Les mineurs. Est-ce qu'on a demandé l'avis de ceux qui utilisaient la blockchain? Non. Donc une question très importante dans les années qui vont venir et que peu de gens se posent, et c'est important quand on sait où sont les mineurs, et il ne s'agit pas de pointer du doigt la Chine ou autre, mais enfin en pratique c'est de ça dont on parle, c'est important quand on sait que le pouvoir aujourd'hui appartient aux mineurs, lesquels mineurs sont dans des pays qui ne sont pas en Europe pour faire court, hein, en l'occurrence, qui sont en Chine pour des raisons diverses et variées, parce que l'électricité est moins chère, etc. Bref, la gouvernance, c'est aussi ça. C'est pas uniquement comment je décide entre gens qui payent l'impôt, si je puis dire, à l'époque du pouvoir censitaire, mais est-ce que ce que je décide a aussi un impact sur les autres? À l'époque du pouvoir censitaire, c'était ça. Ceux qui décidaient les lois en assemblée et qui payaient l'impôt, les lois avaient un impact sur même ceux qui ne payaient pas l'impôt. La démocratie est née comme ça. La démocratie dans la blockchain, elle va aussi avoir besoin d'aller au-delà des mineurs et d'intégrer, d'une manière ou d'une autre, les stakeholders. Ça, on n'est pas prêt de le voir le jour pour l'instant. Mais excusez-moi,
y a quand même des blockchains qui sont émergés comme IOTA, même si c'est pas vraiment exactement qui est une blockchain, d'autres systèmes de réseaux décentralisés qui sont beaucoup plus démocratiques, peut-être que c'est pas encore des grosses blockchains comme Bitcoin et Ethereum, qui sont quand même une voie pour... Vous avez raison, alors on a affaire à un technicien, donc c'est génial. Vous touchez du doigt une question par derrière tout ce que je viens de dire. Je vous ai dit qui détient les mineurs et donc qui détiennent le pouvoir. Encore faut-il qu'il y ait des mineurs. Et effectivement, la question sous-jacente par derrière, c'est est-ce que j'ai besoin de rémunérer celui qui va valider la transaction pour avoir une blockchain? Parce que la plupart des blockchains, IOTA n'est justement pas un exemple, fonctionnent sur le principe dit du consensus. Ça a été évoqué tout à l'heure, il y a différents types de consensus, mais peu importe. Il n'y a pas de philanthropie dans la blockchain. Ceux qui vont valider les chaînes de blocs, ils le font parce qu'ils reçoivent en contrepartie des bitcoins qu'ils ont minés. Et l'exemple est assez fort. Ils ont été cherchés au fond de l'or, en l'occurrence du bitcoin. Donc, la validation d'une opération que nous faisons entre nous, c'est un tiers qui la valide. Et il la valide parce qu'il ne fait pas ça gratuitement, parce qu'il reçoit des bitcoins. Il faut des puissances de calcul, etc. Donc, la question de fond sous-jacente, c'est est-ce qu'on peut avoir des blockchains sans qu'il y ait rémunération du consensus? C'est une autre manière de poser votre question. La réponse, vous l'avez donnée, oui, dans les blockchains, enfin là je me retourne encore une fois plutôt vers toi, mais les nouvelles formes de blockchain où il n'y aura pas besoin de mineurs, comme on le voit dans le Bitcoin, pour le consensus, pour rémunérer le consensus. Ouais, alors là c'est en cours, c'est intéressant. IOTA, moi je me méfierais quand même. Et du coup, c'est pas encore prouvé en fait. Tu peux expliquer rapidement, IOTA? IOTA, pour faire simple, c'est quand vous faites une transaction, pour qu'elle soit valide, il faut que vous en validiez deux autres, grosso modo. Donc ça vous pousse, comme vous avez besoin de valider des choses, vous validez celles des autres, et comme il y a d'autres gens qui vont servir, la vôtre va être validée. Pour faire très simple. Il n'y a pas de rémunération. Non, mais pour l'instant, ça ne marche pas fou quand même. Et du coup, cette question-là est intéressante. Moi, j'en prendrais une autre, c'est-à-dire que peut-être qu'on doit rémunérer les mineurs, peut-être, mais encore une fois, comment sont faites les décisions importantes de technologie? Comment est-ce qu'on décide quelle est la rémunération des mineurs? Comment on décide de mettre telle fonctionnalité ou pas? Aujourd'hui, en fait, il y a un système très simple dans Bitcoin, mais qui est assez pauvre. Et cette question de qui décide quoi, elle a souvent été écartée par les communautés Bitcoin ou Ethereum pour dire, en fait, ça marche très bien comme ça, quoi. Et en fait, c'est là où depuis tout à l'heure, en fait, on est en train de se dire, finalement, comment il faut s'intéresser à ces questions-là. Parce que je me rappelle, en 2007, j'avais fait une conférence à peu près sur le même thème, gouvernance et blockchain, et puis on m'avait traité de traître, quoi, grosso modo, parce que j'avais rien compris. Et après The DAO, en fait, tout le monde s'est dit, en fait, c'est intéressant de se poser ces questions-là. Donc, d'autres blockchains comme EOS ou d'autres, eux réfléchissent aussi à, finalement, on va mettre au centre les décisions et les évolutions de notre plateforme. Donc ça, c'est aussi assez intéressant. Et à mon sens, il va falloir que les blockchains anciennes comme Bitcoin et Ethereum, si elles veulent passer à l'échelle, se reposent ces questions-là et les inscrivent de façon beaucoup plus claire, quoi. Et dernière chose, c'est vrai que pourquoi elles ont été faites historiquement, comme on l'a dit en 2008-2014 pour Ethereum, se dire finalement le gouvernement il nous ment, c'est une poignée de gens qui ont l'argent et qui décident pour nous, et donc nous on fait une plateforme très démocratique où chacun va décider et participer là-dedans. Et on voit qu'à l'épreuve du temps, comme l'a dit Hubert, il y a une poignée de gens qui ont beaucoup d'argent qui décident de tout. Et donc en fait, on a fait un peu une boucle pour revenir au point de départ, quoi. Juste pardon, pourquoi vous dites que vous vous méfiez sur IOTA, au moins dans le principe? Non, dans le principe, oui. Après, dans la réalisation, pour l'instant, il y a plein de trucs qui marchent à moitié, quoi. Parce que quand on regarde bien le minage, c'est presque un verre dans le fruit sur les blockchains. Ça ne peut créer que des choses vivantes, que ce soit effectivement la localisation des usines dans les pays côtiers, que ce soit un grand acteur demain qui décide de prendre 51% de la capacité de minage. Qu'est-ce qui empêcherait par exemple un des GAFA demain de lancer sa crypto-monnaie et d'être capable de miner 51% lui tout seul? Alors miner sa propre crypto-monnaie, c'est un peu comme si vous dites, allez, moi je fais mon site Facebook V3 et je le contrôle tout seul. Qu'est-ce qui empêcherait Google demain de miner la Bitcoin par exemple et d'avoir des capacités de surpassement les 51%? En fait, qu'est-ce que ça apporte le minage? La sécurité du réseau.
Et donc IOTA a cette idée de valider gratuitement deux transactions parce qu'on veut valider la sienne. Non, mais l'idée est bonne. Après, il faut que l'implémentation soit correcte et que ça passe l'épreuve du temps quelque part. L'avantage de Bitcoin, c'est que ça a passé l'épreuve du temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous arrivez à hacker Bitcoin, vous êtes milliardaire. Donc je peux vous garantir qu'il y a plein de gens qui ont essayé et qui essayent toujours. Mais avec... et ils n'ont pas réussi. Avec 51%, en fait, là, même Google, en fait, il faudrait qu'ils... Aujourd'hui, techniquement, ils n'ont pas les moyens. Pourquoi ? Parce que ça va coûter très cher. Avoir 51% du réseau, sur un réseau qui est déjà en place, ça veut dire faire plus 101%, en fait. Rajouter 101% de puissance de calcul. Bitcoin avec plus de 50% qui se passe en Chine, c'est ça ? Oui. Avec toutes les questions que ça peut poser. Donc là, ce serait plutôt, est-ce que le gouvernement chinois pourrait aller voir tous les mineurs, leur mettre un flingue sur la tête, ou ce serait la façon la plus rapide, pour leur dire, allez, changer les transactions dans Bitcoin. Alors juste, je crois qu'on va bientôt devoir conclure. Mais avant de finir, je voulais quand même évoquer rapidement les blockchains privées, parce que depuis tout à l'heure, on parle des blockchains publiques, c'est ce qui passionne le plus ceux qui s'intéressent à la blockchain. Mais aujourd'hui, quand vous entendez dire que les grosses entreprises investissent énormément sur la blockchain, qu'on va avoir plein de cas d'usage industriels, il faut savoir que la plupart des entreprises, elles investissent dans des blockchains privées, parce qu'elles se sont intéressées au sujet de la blockchain, elles se sont dit que ça pourrait leur permettre de faire des économies, qu'il y avait vraiment quelque chose d'intéressant, mais que le côté transparent, le côté on n'a pas la main sur la gouvernance, ça les dérangeait un peu. Donc, sont en train de se créer des énormes consortiums d'entreprises. Vous avez R3 dans le secteur financier, vous avez Hyperledger qui est plus ou moins dominé par IBM, en tout cas pour Hyperledger Fabric, qui est une des blockchains du projet. Et toutes ces blockchains-là, c'est des blockchains dont la gouvernance est contrôlée par ceux qui l'ont créée. Donc c'est un consensus entre ces acteurs-là et ça a forcément beaucoup d'implications. Ça n'a plus grand-chose à voir avec ce dont on parle depuis tout à l'heure. Alors je vais vous laisser peut-être quelques minutes pour peut-être nous parler des blockchains privées, des implications que ça a en termes de confiance, peut-être Hubert, et après je vous ferai conclure. Alors c'est exactement ce que vous avez dit, c'est-à-dire que bon, moi, je viens du monde de la finance, donc c'est plutôt avec cette casquette que je connais un peu plus les questions. Un banquier normal, il n'a pas confiance dans le Bitcoin. Et pour tout un tas de raisons, il n'a pas confiance dans le Bitcoin. Donc il se dit, je ne vais pas confier demain mon système de paiement et les transactions de paiement à une technologie sur laquelle je n'ai pas la main. Pour toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc ils se disent, finalement, c'est bien Bitcoin, c'est bien la blockchain, mais c'est mieux si on serait chez nous. Hein, entre nous, entre banques, enfin, peu importe que ce soit des banquiers, des industriels. Finalement, une chaîne privée, c'est un club. Et un club, il faut rentrer. Et un club, il y a des règles d'adhésion avec des règles d'exclusion. Eh bien, une chaîne privée, c'est ça. Il y a une gouvernance qui est mise en place avec qui décide, comment on fait rentrer quelqu'un, comment on fait sortir quelqu'un, comment on rémunère éventuellement entre nous. Donc, ça fonctionne sur le mode du club. Après, c'est le même principe, il y a des nœuds, sauf que les nœuds, ils sont fermés, ils ne sont pas ouverts. Il y a des validations avec tel système de consensus ou autre, etc. Mais fondamentalement, c'est la gouvernance qui distingue les chaînes privées dans le monde industriel ou dans le monde de la finance, puisqu'on veut avoir la main sur, encore une fois, ce qu'on évoquait tout à l'heure, les problèmes de ZDAO ou autres. On ne veut pas avoir un petit malin, etc. Donc on préfère régler ça entre nous, parce qu'on se connaît, parce qu'on se fait confiance, et c'est ça qui est intéressant, c'est parce qu'on se fait confiance que j'accepte qu'un autre rentre dans mon club. Donc ça fonctionne comme un club. Il y a un sujet qu'on n'a pas du tout évoqué, mais qui est pourtant, pour moi, civiliste et au cœur de la gouvernance, c'est la responsabilité. Quand on a une faille, un problème, pour l'instant, la technologie blockchain, les protocoles n'ont jamais été mis en cause. Hein, c'était les plateformes, etc. Mais bon, si jamais un jour il y a une blockchain qui tombe et tout, qui va être responsable ? Est-ce que c'est vraiment les mineurs qu'on va aller chercher pour faire payer l'argent qu'on a perdu, etc. Voilà, il y a des questions de responsabilité qui ne sont pas du tout traitées parce que ça nous paraît impossible, mais il n'y a jamais de risque zéro. Donc c'est des choses importantes. Dans une blockchain privée ou de consortium, ça rassure beaucoup les acteurs parce qu'on peut prévoir des clauses de responsabilité contractuelle et ça va beaucoup intéresser, par exemple, les assureurs.
eux, ils sont déjà dans la phase d'expérimentation et bientôt, ils lanceront leur blockchain. Pour être entre assureurs et réassureurs, régler leurs choses entre eux, les recours entre assureurs de façon automatique grâce au smart contract, là, tout serait prévu. Pourquoi ? Parce que c'est ce club d'assureurs, d'assurance qui marcherait parfaitement entre eux et qui permet de définir à l'avance quelle transparence, quelle communication d'informations à qui, parce qu'on n'a pas envie que tout le monde ait des informations sur tous les assurés. Et voilà, il y a beaucoup de solutions très intéressantes pour les tiers de confiance tels qu'on les connaît actuellement. Et les notaires, je sais, se sont beaucoup emparés du sujet. Et eux ont tout intérêt à utiliser la blockchain comme un nouvel outil de travail. Et finalement, pour renouveler leur métier, redonner énormément de valeur ajoutée à tout leur rôle, leur travail de conseil, et pas simplement de rédacteur d'actes, etc., et de collecteur d'informations. Là, pour eux, c'est redonner un souffle énorme au notariat, et ça serait évidemment au moyen d'une blockchain privée ou de consortium, certainement pas pour l'heure, avec une blockchain publique. On verra dans un second temps, ça sera dans 10 ans, dans 40 ans, dans 60 ans, on ne sait pas, si un jour on se mettra vraiment aux blockchains publiques, parce que là, ça pourrait décupler les possibilités, j'imagine. Mais voilà, on est dans cette phase nouvelle, et les acteurs qui ont quand même le pouvoir dans le monde réel ont besoin de confiance, ont besoin de savoir comment ils vont réglementer leur réseau, et c'est pour ça qu'on passera, à mon sens, d'abord par les réseaux privés et ensuite par les blockchains publiques. Alors, on peut peut-être conclure par un petit pronostic, justement, dans 10 ans, 20 ans, 40 ans, chacun de vous, comment vous voyez l'écosystème évoluer ? Est-ce qu'on va se retrouver avec des applications sur les blockchains privées, pas grand-chose sur les blockchains publiques ? Est-ce qu'on va réussir à faire évoluer la gouvernance sur les blockchains publiques ? Comment est-ce que vous voyez les choses ? Moi, j'ai déjà un petit peu répondu. J'espère. Je pense que à 10 ans, on va avoir beaucoup d'applications blockchain. Enfin, j'espère. Ça pourrait être intéressant, même typiquement pour exécuter un jugement. Aujourd'hui, c'est un peu la croix et la bannière. Parfois, voilà, il faut des huissiers, aller faire des saisies, etc. Si, quand on commençait un procès, on mettait des garanties sur une blockchain justice pour dire voilà, mes 10 000 € qu'on me demande, je les mets en séquestre, et on aura un petit smart contract. Si le jugement déclare que je suis responsable de ce dommage, alors les 10 000 € seront débloqués en faveur de mon adversaire. Voilà, moi, c'est des applications comme ça, je pense, qui peuvent commencer à arriver, mais ça va mettre quand même beaucoup de temps, je pense, pour les applications de vie quotidienne. Les crypto-monnaies, les ICO, c'est autre chose, c'est en ce moment. On va voir où ça va aller. Ça va se réglementer un peu tout seul, se réguler surtout un peu tout seul, et après... Voilà, les blockchains publiques, pour moi, il y a encore besoin de beaucoup de temps pour s'y acclimater. Vous connaissez la courbe de hype, hein, qui n'a jamais entendu parler des courbes de hype? Beaucoup de monde apparemment. Bon, donc la courbe de hype, c'est ça. Hein, la courbe de hype, il y a le pic des attentes et la vallée des désillusions. Et puis ça remonte derrière. Donc, comme toute nouvelle technologie, la blockchain en est une, comme on avait vu sur Internet à l'époque. On arrive, on ne sait pas où, mais enfin on monte en haut du pic des attentes, si vous voulez. S'en suivra une descente de désillusion, et puis on espère une remontée derrière. Ce que je veux dire par là, c'est que on en parle beaucoup aujourd'hui, mais la plupart, et tu me contenteras peut-être, mais les aspects pratiques et opérationnels, c'est demain, mais les usages vraiment, il va falloir des années pour que ça intègre notre vie quotidienne, d'autant plus que l'avenir de la blockchain, c'est pas la blockchain toute seule, c'est la blockchain plus le big data plus l'intelligence artificielle. Et là, au mieux, peut-être même au pire, si on additionne tout ça, eh bien on pourra trouver des usages très concrets de ces utilisations, puisqu'aujourd'hui on en est dans des phases de test, et ces phases de test, c'est pas, encore une fois, ni les assureurs, ni un gros industriel qui va du jour au lendemain basculer son SAP sur la blockchain, si vous voulez. Mais même ce postulat, est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui le remettre en cause? Le hype? Justement, l'usage. Parce qu'en fait, on a évacué un peu vite la question des usages. Ça fait 10 ans que la technologie existe, et en 2007-2008, première courbe de hype, la blockchain, c'est une technologie révolutionnaire qui va révolutionner les transactions en ligne. Donc, en enlevant les tiers de confiance, on enlève le coût de transaction. Première application du Bitcoin. Et puis au fur et à mesure, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas parce qu'en fait, ça coûtait plus cher que les systèmes traditionnels. Donc on a commencé à dire, en fait, le Bitcoin, c'est une monnaie en soi qui va remplacer les monnaies
traditionnelle. Et c'est ça le discours de la hype de Bitcoin 2017, c'est les monnaies fiat, le dollar en fait, à 10 ans c'est fini, maintenant c'est le Bitcoin. Aujourd'hui on en a un peu rabattu parce qu'on se rend compte des failles, du cycle de hype qui part complètement dans les airs, et donc on dit c'est les smart contracts. Et en fait, l'impression que j'ai, c'est qu'au fur et à mesure des années, les cas d'usage de la blockchain évoluent, sont toujours à l'horizon. Quand il y en a un qui disparaît, on en invente un autre. Et au fur et à mesure, aujourd'hui, on ne sait toujours pas à quoi ça va servir. C'est très élégant, c'est une très belle solution à un problème très ancien, mais en poussant un peu en poussant la position, est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, on est toujours dans le flou quant aux usages réels? Là où je vous rejoins, c'est que les usages réels ne sont pas encore là aujourd'hui. Il y a des tests, il y a des petites choses, il y a des petits... Effectivement, mais ce n'est pas encore là. Oui. Je suis... Pas d'accord. Ouais, pas d'accord. J'ai une certification architecte blockchain, elle est certifiée sur le Bitcoin, le cas d'usage, on l'a. Ça existe maintenant. Est-ce que tous les jours vous en servez? Pas vous, mais monsieur tout le monde. Il y a des gens qui flashent le QR code sur mon CV et ils ont la certif. Ce que je veux dire par là, c'est que autant votre smartphone, tout le monde en a un, tout le monde s'en sert. D'accord? Tout le monde se sert d'un smartphone aujourd'hui. Bon. Est-ce qu'il y a des applications blockchain sur votre smartphone? Je viens de vous en donner une. Voilà, c'est d'accord, bien, mais ça va pas bien loin. Mais c'est pas ça. Il a fallu combien de temps pour que les smartphones et les utilisations d'applications sur les smartphones se mettent en place? Il faut du temps. Moi, ce que je veux simplement dire, c'est pas encore démocratisé, pour prendre un mot fourre-tout. Il faut du temps. Je ne sais pas où on en est dans la courbe de hype, j'en sais rien. Il y a des spécialistes qui sont là. Ce que je vois aussi, c'est que le Bitcoin est passé d'une fonction monétaire à une fonction de réserve, ce qui est assez intéressant aussi, ce qu'on appelle une classe d'actifs. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui plus une classe d'actifs comme de l'or, c'est-à-dire ça monte, ça baisse très vite, plus vite que l'or, plus qu'un vecteur monétaire proprement dit. Donc c'est un changement d'usage de ce point de vue-là. Est-ce que demain, des usines, soyons concrets, 2 ou 3 ou 4.0, j'en sais rien, pour faire des impressions 3D, parce qu'il y a des projets comme ça, il y en a des tas de projets, on fait de l'impression 3D complètement blockchainisée, il y a des gens qui réfléchissent. Combien de temps, demain, Peugeot ou Nissan ou qui vous voulez vont remplacer leurs usines par des usines 3D avec des blockchains? Ça va prendre du temps. C'est là ce que je veux dire. Bien sûr qu'il y aura des usages, mais c'est pas encore... voilà. Et c'est normal, il faut du temps. Non, vous ne pensez pas qu'il faille du temps? Là, vous prenez le cas de gros projets, en fait. Mais par exemple, oui, mais c'est là où ça sera le plus concret. Oui, mais vous pouvez très bien payer avec votre smartphone grâce au Bitcoin, par exemple. Mais on a dit tout à l'heure, pour les assureurs, le smart contrat assureur pour l'assurance dommage véhicule, c'est pas dans 10 ans, c'est dans quelques mois. Oui, il faut Donc voir... là, un autre usage concret. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une goutte d'eau par rapport au reste de l'économie. Mais c'est bien, ça commence. Moi, juste pour les solutions un petit peu juridiques, on va dire, c'est vrai. Alors, il y a AXA qui a fait le buzz avec Fitzy, là, qui permet d'indemniser automatiquement ceux qui avaient souscrit cette petite assurance dès lors que leur avion avait 2 heures de retard. Bon, en réalité, ce qu'on comprend, c'est que c'est pas vraiment adossé à une blockchain et que c'est une solution assez simple à mettre en œuvre. Toujours est-il que, bon, ils ont fait le buzz. Après, il y a les solutions qui vont arriver plus durables, plus vraies. Les assureurs bossent vraiment dessus. Bon, ça, c'était pour la déco, on va dire. Je pense que là, ça arrive pour la fin de l'année 2018. Ils sont dans la phase proof of concept et hop, ça va arriver sur le marché très bientôt. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un rapport qui est sorti par l'Institut Montaigne au mois de novembre sur justice faite d'entrée numérique. Voilà, donc il y a beaucoup de choses, big data, les legal tech, la justice prédictive, on en parlait énormément, et des petits développements sur la blockchain. Si on s'en empare, c'est quand même pas pour rien. Et on a quand même un gouvernement qui est au taquet, il faut le dire. Voilà, on a eu des ordonnances 28 avril 2016, 8 décembre 2017. Les décrets d'application vont sortir au mois de juillet 2018 au plus tard. C'est le monde financier, certes, mais c'est par là que ça commence aussi. Là, on va pouvoir émettre des bons de caisse, émettre des titres financiers non cotés de plein de catégories différentes. C'est des applications concrètes qui vont arriver et je pense que les marchés financiers vont être très intéressés. Voilà, il y a des choses qui arrivent et moi, je serais très heureuse de voir qu'on peut exécuter les décisions de justice. Ça, c'était dans le rapport de l'Institut Montaigne. C'est une proposition très intéressante, je trouve, parce que là, on a besoin de données qui sont hors datées, qui sont
voilà, un engagement qui est pris, on va lui mettre un sceau, dire à telle date vous l'avez fait. Là, j'avais rencontré aussi dans le marché de l'art des galeristes qui ont lancé une galerie pour les œuvres numériques. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est assez intéressant. Ils disent, aujourd'hui, vous voulez investir, ça coûte super cher d'investir dans l'art. Et si on mettait 100 € pour avoir un token qui est comme une part sociale, mais sauf que c'est une petite part d'œuvre. À chaque fois qu'elle est utilisée, visionnée, etc., vous recevez un petit dividende. Et ben, voilà une application blockchain. Donc, il y a beaucoup de choses. Ça arrive. Je pense que ça arrive. C'est pas très palpable si on n'est pas dedans tous les jours. Mais voilà, ça va prendre du temps. Et tout ça, c'est des choses plus ou moins privées ou alors qui sont adossées à Ethereum. Mais voilà, je rentre pas dans les détails techniques parce que c'est pas ma spécialité, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui arrivent. Et pour les biens de consommation, c'est pas fictif non plus. Hein. Ça, c'est aussi en phase de développement. Voilà, prévoir des camions qui vont tout tracer. Non, ça va être très intéressant. Moi, j'espère que ça arrive dans les années qui viennent. Le temps que ça arrive au grand public, forcément, ça va prendre plus de temps. Bon, je pense qu'on va conclure une dernière question et puis après, on va conclure sur cette note un peu optimiste. Que pensez-vous justement de l'Estonie ? Ils n'ont pas commencé par la blockchain. Hein, Ils ont commencé par leur... déjà, l'identité numérique, c'est quand même... je trouve ça super intéressant aussi. Se dire, on peut avoir nos données de santé, là, notre dossier médical... avec notre identité numérique, que ce soit sécurisé par une blockchain, qu'on ait un accès avec 3 clés réseau. Comme ça, bon, vous avez un accident grave ou alors vous êtes dans un état végétatif, tout ça, qui peut accéder à votre dossier et à vos volontés, etc. Et ben, on va avoir 2 autres clés que la vôtre qui permettent de faire ça. L'Estonie, qu'est-ce qu'ils ont permis de faire? Des contrats de mariage sur blockchain. Alors, tout est réglé par le contrat de mariage. Hop, alors là, le juge, on le sort. Hein. L'arbitrage privé sur blockchain, ça, ce sont aussi des choses qui arrivent. L'Estonie s'y met doucement. Après, l'Estonie, c'est combien? C'est 1,3 million d'habitants. C'est à peu près 1 million de e-résidents. C'est vraiment pas la même échelle que nous et que le monde entier, encore moins. C'est intéressant ce qu'ils proposent et il faut voir comment ça peut être développé à grande échelle, sachant que voilà, c'est quand même plus simple. Mais parce que finalement, c'est de la proof of concept aussi à leur échelle et pourquoi pas nous le mettre. Et c'est quand même le premier voyage que Édouard Philippe a fait quand il est entré en fonction, c'est d'aller voir en Estonie ce qui se passait sur l'identité numérique parce que je pense qu'il y a une vraie volonté du gouvernement. De ce que je vois de l'extérieur, hein. Il y a eu un rapport aussi qui a été rédigé par France Stratégie, qui est dans le cabinet du Premier ministre, sur les blockchains, auquel j'ai eu la chance de participer. Voilà, il y a des réflexions de fond très, très intéressantes et ce rapport va être publié très prochainement. C'est dans les bacs. À quel point, ça, je ne saurais pas vous dire. Voilà. Merci beaucoup. On va s'arrêter là pour ne pas exploser le compteur. Merci aux étudiants et merci à tous d'être venus et aux intervenants.